handicap qu'ils ne cherchent pas ou qu'ils ne souhaitent pas faire reconnaître, et comment ils se débrouillent à la fois avec les contraintes du travail, mais aussi de l'activité. On fait bien le distinguo entre des activités qui ne sont pas forcément des activités en emploi, notamment des activités domestiques. C'est notamment Mathéa et Anne qui parleront également en montrant comment ça se télescope avec les questions du genre. Donc aujourd'hui, ce soir, comment on peut tenir l'ensemble de ces activités, de ces rôles sociaux, de ces places sociales. Et ça peut contraindre parfois, on le verra tout à l'heure, peut-être certaines personnes à arbitrer en défaveur de l'emploi. Alors, on a le plaisir d'accueillir Florent Schempens ce soir, sociologue, professeur des universités à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, donc sur une recherche qui est en cours. Donc il va vous présenter des pistes de réflexion auxquelles peut-être répondront les éléments de résultats qu'ont déjà obtenus Mathéa Boudinet et Anne Revillard, donc sociologues, doctorante et professeure à sciences politiques au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Donc c'est une recherche qui est quasiment terminée, elles en parleront, où il y a un aspect qualitatif tout à fait important, mais également des éléments quantitatifs, peut-être pour asseoir les éléments qualitatifs qu'elles ont obtenus. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Florent, qui a un petit impératif de train tout à l'heure, donc on va essayer de tenir le temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à présenter ces travaux pour accompagner la présentation de vos travaux à vous. C'est toujours un plaisir d'écouter les collègues parler autour de ce type de thématique. Alors, un tout petit mot, je vais vous présenter donc une communication qui n'apparaît pas sur le PowerPoint parce que moi je ne sais pas faire des PowerPoint. Donc ma communication, c'est rester en activité quand la santé devient envahissante pour les, entre guillemets, travailleurs handicapés. Donc ce n'est pas tout à fait le titre que j'avais donné initialement, mais bon, ça fait partie du genre de choses qui évoluent. Cette communication, même si je suis tout seul à la présenter, elle est aussi donc l'objet d'un travail en collaboration avec Maëlys Sposito-Tourier, qui appartient, elle, à l'Observatoire régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, cette communication, elle prend sa place elle donne à entendre les premiers résultats préliminaires d'une recherche qui est toujours en cours, qui s'appelle Santé, Travail, Handicap, portée par l'ORS, Bourgogne-Franche-Comté, financée par la GFIP et par la FIRA, et qui va mettre quand même au travail pas mal de chercheurs du laboratoire de sociologie et d'anthropologie. Cette recherche, elle porte sur la santé au travail des personnes entre guillemets handicapées. Je mets des guillemets ici parce que ça va être tout l'objet du propos. À partir de quand est-ce qu'un travailleur va se considérer comme handicapé ? Donc cette recherche, elle porte sur la santé au travail des personnes handicapées, avec ou sans RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les handicaps concernés sont physiques ou sensoriels. Je laisse de côté complètement le handicap psychique. Il s'agit ici d'une recherche qui est purement qualitative, compréhensive. On va s'intéresser beaucoup plus aux représentations des acteurs pour expliquer leur comportement qu'à une quelconque représentativité de notre échantillon, même si on a été attentif à essayer de faire varier les différents profils. On a une 50aine d'entretiens qui ont été réalisés avec des travailleurs handicapés. Ils travaillent tous dans le milieu ordinaire, aucun milieu protégé. Les 2/3 d'entre eux ont une RQTH et on a à peine plus d'hommes que de femmes dans l'échantillon. Pour compléter tout ça, on avait rajouté 7 proches, donc père, mère, conjoint, enfant de travailleurs handicapés, ainsi que 7 employeurs, 4 privés et 3 publics. La recherche, je le dis ici, parce que pour moi c'est quand même une nouveauté, la recherche elle a été participative, c'est-à-dire qu'on a constitué deux groupes de 5 personnes, un groupe composé de travailleurs handicapés, un groupe composé de proches de travailleurs handicapés,
qu'on a réunis 3 fois pour l'instant, une 4e fois à venir, et on a discuté des résultats. Et ces groupes participatifs ont quand même permis de faire évoluer, ont permis d'affiner les analyses que je vais vous présenter. J'insiste là-dessus, l'analyse, Anne-Marie l'a dit en m'introduisant, mais l'analyse n'est pas achevée. Je ne suis pas un spécialiste du handicap, moi je suis plutôt du côté des professions, du coup je fais mes armes en ce moment, je vais sûrement dire des bêtises, je vous prierai de m'en excuser. Donc l'analyse n'est pas achevée et l'écriture de la communication était suffisamment difficile pour que je me rende bien compte de la fragilité de ce que je vais vous raconter. Donc, tout comme le chômage selon de Maizière, vu par de Maizière, le handicap va faire peser sur les travailleurs un risque de précarité économique, risque signalé dans un rapport de l'adresse, notamment en 2021. Aux arrêts maladie, au travail à temps partiel thérapeutique ou non, temps partiel subi, mais quand même la plupart du temps, choisi plutôt et la plupart du temps subi dans le même temps. Il faut ajouter une forme de plafond de verre dont on a déjà parlé, qui va bloquer les travailleurs dans l'évolution de leur carrière. Les emplois sont aménagés, mais puisqu'ils sont aménagés, ils sont présentés aussi souvent comme étant allégés, plus faciles à tenir et du coup potentiellement plus légèrement rémunérés. Les employeurs nous parlent aussi beaucoup de l'incertitude quant à la disponibilité des travailleurs, quant à leur état de santé, à leur productivité. Et du coup, les employeurs se disent quand même plutôt frileux quant à la possibilité des travailleurs de s'investir dans l'activité à long terme. Du coup, la stagnation, voire le déclassement social guette les travailleurs quand ils sont empêchés dans leur corps de faire ce que le monde du travail attend d'un salarié lambda. J'ai tout perdu, me dit Vincent, suite à l'opération. Chirurgie du cerveau. En fait, aujourd'hui, moi j'ai un bac plus 6 en psychologie et là je me retrouve à chercher un poste non qualifié à mi-temps, donc c'est très dur. À cette précarité économique, on va ajouter, encore une fois, comme pour les chômeurs, une honte sociale, celle de la normalité. En effet, dans notre société, plane sur celui qui ne travaille pas la menace de l'inutilité. Travailler, c'est prouver que l'on a une place dans la société qui va s'organiser quand même très largement autour de l'activité laborieuse. Celle-ci est complètement centrale dans l'échafaudage psychique qui va soutenir l'identité des individus. Et du coup, ne pas prendre sa part, c'est prêter le flanc à tout un tas de questionnements autour d'une possible faute morale. Celui qui ne travaille pas doit du coup justifier son absence d'activité pour ne pas être perçu comme un profiteur à minima. Si le malade peut prendre un congé maladie pour se rétablir et revenir en pleine forme, qu'en est-il quand les atteintes corporelles sont pérennes ? L'identité de travailleur handicapé semblait être une solution, cependant celle-ci n'est pas ou assez peu revendiquée. Et du coup, j'aimerais vous proposer en fait une sociologie du devenir travailleur handicapé. L'idée ici, c'est qu'on ne devient pas travailleur handicapé suite à un accident ou à une maladie, en tout cas pas dans un rapport causal, mais qu'il s'agit d'un processus qui se joue à l'interface de ce que je vais appeler une trajectoire de handicap et d'une carrière de travailleur. La trajectoire, elle est ici à entendre d'un point de vue essentiellement somatique, qu'est-ce que l'accident, qu'est-ce que la maladie fait au corps, comment les séquelles évoluent-elles, etc. La carrière du professionnel, elle va être impactée par la trajectoire du handicap, bien évidemment, mais les événements corporels ne sont pas en prise directe sur la carrière. Ces événements, ils sont élaborés systématiquement, ils sont appropriés par le travailleur. Et du coup, ce processus, il se déroule en 3 étapes, aux durées fluctuantes, très largement dépendante des situations de chaque travailleur, dépendante de quoi ? Essentiellement des ressources disponibles, ressources en termes ressources culturelles, ressources de genre, ressources économiques, ressources familiales. Donc on a des ressources, mais le travailleur Dans un premier temps, le travailleur va se définir comme étant empêché, ça ce serait la première des étapes. Puis on va avoir des travailleurs qui vont déclarer un handicap. Et pour terminer, le travailleur va se dire handicapé. Du coup, première étape, un travailleur empêché.
Suite à un accident, à une maladie, la gêne, la douleur, la fatigue, etc. empêchent de travailler comme avant. Les travailleurs sont du coup désajustés vis-à-vis de leur travail. Ils vont mettre en œuvre tout un tas de stratégies, d'accommodements qui vont modifier, même à la marge, leur activité de travail pour tenter d'effacer ce qui empêche d'être productif comme avant. Ces stratégies, on en trouve, nous, deux types, très largement dépendantes de la catégorie socio-professionnelle. Les classes populaires tiennent au travail, elles tiennent au travail en étant dures à la tâche, avec un impact sur la santé générale assez important, avec aussi beaucoup de prise de risque, où on retourne au travail plus vite, où on n'écoute pas tous les bons conseils du bon médecin. En tout cas, on ne fait pas ce qu'il faut tel qu'on nous dit qu'on devrait le faire. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est de travailler et on est dur au mal. Je me force, nous dit Marguerite, je me fais violence, sinon je ne ferai plus rien. Non, je ne m'écoute pas toujours, mais des fois, j'en peux vraiment plus. Et quand vraiment j'en peux plus de trop tirer sur la corde, c'est là que je titube. Peu d'intérêt dans cette population pour un suivi médical, ou en tout cas complètement réapproprié. On a une réélaboration du travail de santé. On va retrouver ici beaucoup d'automédication. Ils jouent énormément avec leurs médicaments, en les arrêtant ou en les surdosant. Mais toujours, c'est ça, et c'est ça moi qui m'intéresse, toujours pour rester employable. Je ne prends pas tous ces médicaments parce que je suis vaseux et du coup je ne peux plus bosser. Je me rajoute des doses de tramadol parce que sinon j'ai trop mal et je ne peux pas travailler. Et du coup on retrouve dans cette catégorie, que le travail soit physique ou de bureau, un sacrifice, on va dire, de la santé, un sacrifice de la santé pour le travail. Les classes sociales supérieures, elles vont privilégier plutôt la prévention en organisant un emploi du temps. Ici, on tombe bien sur le travail de santé tel qu'il a été défini avant. On a des plages de repos, on a des régimes alimentaires, on fait attention à soi, on se couche tôt pour avoir sa dose de repos. On utilise les bons gestes ergonomiques au travail. Ces deux stratégies, même si elles sont différentes, elles visent à chaque fois à rester employables. Et du coup, on va tomber sur un travail que Goffman il appelait un travail de normification, c'est-à-dire que c'est un travail qui est réalisé, et là je le cite, pour se présenter comme quelqu'un d'ordinaire sans pour autant toujours dissimuler sa déficience. Et du coup, ce travail passe réellement par un sacrifice, celui de la santé dans les classes populaires, celui de la vie sociale dans les classes sociales supérieures. Pourquoi ? Parce que la prévention, parce que l'intégralité du temps disponible, alors ça va dépendre de l'atteinte corporelle bien évidemment, mais en tout cas une partie du temps disponible hors travail va être réorientée autour de ce fameux travail de santé. Et du coup le travail, petit à petit, quand on les regarde sur le parcours, le travail, il va devenir aliénant. Mais il reste un support d'identification, il devient aliénant. Pourquoi ? Parce qu'il est de moins en moins source de plaisir, mais ça reste important pour ne pas déchoir. Alors, les proches, mais je vais beaucoup laisser mes collègues parler de cette dimension. Les proches, eux, ils sont mis au travail. Ils sont mis au travail au bénéfice des stratégies du travailleur. Vous avez les inégales répartitions des tâches domestiques, les trucs habituels, des très très jolies phrases quand même avec des travailleurs handicapés. J'en ai un qui m'a dit ma femme c'est mon totem. Il y en a un autre qui vous dit ma compagne c'est mon copilote. Et on remarque quand même dans le discours des femmes la grande absence des conjoints et des hommes qui ne sont jamais cités, qui ne sont jamais copilotes, qui ne sont jamais totem. Je laisserai finir tout ça. Le travail de normification fait entrer dans un statut qu'on va appeler liminaire. Statut liminaire qui attribue très souvent aux travailleurs une identité de victime. Je suis victime de la maladie, d'un accident, de mon patron, d'une erreur médicale. Et tout ça, je vous renvoie aux travaux de Marie Peset autour de cette victime. Ce statut liminaire, du coup, c'est un entre-deux qui va permettre à l'individu, ok, je ne suis pas valide, mais je ne suis pas invalide non plus. Ou plutôt, j'ai peut-être une invalidité, mais cette invalidité, elle est pensée, elle est espérée comme étant temporaire. Et puis quand ça ne fonctionne plus, on bascule du côté de la reconnaissance du handicap.
Quand l'économie générale des forces, pour le dire comme Kardec, c'est qui ces forces? Les siennes propres et aussi celles de ses proches. Quand cette économie générale des forces ne suffit plus à faire face à la situation, la stratégie du travailleur, elle va évoluer. L'identité de victime est souvent maintenue, mine de rien, mais le travailleur va se reconnaître un handicap ou il va se reconnaître une situation de handicap. Cette situation de handicap va être mise en avant. Elle va être visibilisée. C'est l'usage de la canne blanche, c'est l'usage du déambulateur, c'est je vais demander une RQTH. Et du coup, toutes ces actions vont permettre en fait de rendre évidente une situation. Et ça va permettre aux travailleurs de bénéficier d'une certaine protection. J'avais une salariée comme ça qui travaillait dans une école d'infirmières. Et elle avait, je crois, sûrement une sclérose, donc des difficultés pour se déplacer. Et non, je n'utiliserai pas ma canne. Et je me balade comme ça. Et puis à un moment, elle me raconte que ça commence. Le moment le plus difficile, c'est le REF. Pourquoi ? Parce que y a tous les étudiantes, soignants qui descendent au REF, et puis il y a une espèce de grande cohue, et puis tout le monde me bouscule là au milieu, et j'ai quand même de plus en plus de mal à tenir mon équilibre. Et du coup, un jour, elle sort sa canne d'appui, en allant au REF, en disant pas tellement qu'elle avait besoin de cette canne, parce qu'elle peut aller au REF sans sa canne, mais au moins cette canne, elle rend son handicap invisible visible. Ça y est, je suis vu, je suis identifié comme tel, et du coup, ma canne, elle me sert de protection, les autres vont faire attention à moi. Du coup, ils vont se reconnaître un handicap, et c'est là que ça m'intéresse, moi, en tout cas c'est ce qui me questionne le plus, mais ils vont continuer à refuser une identité de travailleur handicapé. Je cite Aline, dont le médecin lui propose de signer une RQTH, et elle lui répond « Non, pas question, j'ai pas besoin de ça, je ne suis pas handicapé ». Et le médecin de lui dire « Mais ce n'est pas que pour les gens en fauteuil roulant ». On retrouve ce fameux fauteuil roulant comme étant le signe du handicap absolu. Ce n'est pas que pour les gens en fauteuil roulant, c'est pour vous protéger dans votre travail. Maintenant, il faut que vous trouviez un travail assis, debout, ce n'est plus possible. Le handicap, du coup, il va rester du côté de l'avoir, il va rester extérieur à l'individu. L'élément reste exogène et le handicap ne vient pas contaminer l'être, ne vient pas contaminer l'identité. C'est un élément extérieur, mais qui ne vient pas modifier la nature même de l'individu. Pourquoi ce refus ? Pourquoi est-ce qu'on refuse d'être identifié comme une personne handicapée ? Moi, ma vie, c'était mon travail, nous dit Violaine, bête de conf avec une lombalgie chronique. Ma vie, c'est mon travail, et du coup, c'est ce qui allait servir à justifier son refus des arrêts de travail. Mais du coup, si on la prend au sérieux, si la vie, c'est effectivement le travail, toute menace sur le travail est une menace qui va être perçue comme vitale. Et effectivement, l'identité de personne handicapée est perçue, je souligne 4 fois, est perçue par ceux qui ne l'ont pas encore endossée comme procédant d'un mouvement mortifère. Ça leur interdit toute projection dans le futur. Et vous avez un philosophe, M. Ambraoui, peut-être là où je ne le vois pas, mais qui pourra vous causer du temps si vous voulez. Donc ça empêche toute projection dans le futur et ça les oblige à vivre au présent. Honnêtement, me dit Laurent, je ne me pose pas vraiment la question du futur, sinon je me ferais peur, j'essaie d'avancer au jour le jour, et puis on verra. L'identité de personne handicapée met en évidence la fragilisation de l'existence, j'avais écrit fragilité, la fragilisation de l'existence et oblige à s'interroger sur sa propre finitude à un âge où on se vit en fait comme immortel, selon Marc Auger. Aline, par exemple, elle accepte mal d'utiliser sa canne sur son lieu de travail. Ça représente, entre guillemets, les vieux. D'ailleurs, on m'appelle mamie quand je la sors. On peut aussi citer Agnès, qui, face à l'impossibilité de voyager, se trouve à interroger la suite de son existence. Moralement, ça a été très dur quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus voyager, parce que je me suis dit, mais merde, comment est-ce que je vais finir ? J'insiste sur finitude. C'est vraiment pensé comme étant la fin. Cet été, j'étais vraiment très mal. Je me suis dit, comment je vais finir ? Mais je vais finir handicapé, mais je vais finir en fauteuil, c'est pas possible. L'identité de personne handicapée, du coup, est pensée comme... ségrègue. Cette identité de personne handicapée ségrègue. Elle semble enfermer celles et ceux qui l'endossent dans une humanité de seconde zone. Devenir handicapé serait ne plus appartenir à une commune humanité. De là, potentiellement, une certaine difficulté à revendiquer des droits quand on est dans ce type de situation.
Rester au travail, c'est rester utile à la société, mais c'est aussi maintenir vivace l'espoir d'un retour à la normale. Et là, j'ai piqué tout ça à L'Huillier et Vasseur. Troisième et dernier point, la travailleuse handicapée. Si le handicap continue d'évoluer dans le cadre d'un travail de plus en plus aliénant, les travailleurs peuvent éprouver de plus en plus de difficultés à rester au travail dans des conditions similaires, pas équivalentes, mais similaires à celles des valides. Le travail à temps trop partiel, dans des milieux trop aménagés, avec une productivité trop faible, sur des temps trop longs, ne permet pas de masquer la situation d'exception que vit la personne. Et du coup, hypothèse, les travailleurs ici se retrouvent obligés à faire évoluer leur situation pour justifier leur situation d'exception. Et du coup, ils sont amenés à, puisque ma situation est exceptionnelle, je vais accepter une humanité d'exception aussi. Et ils deviennent des travailleurs handicapés. Pas seulement des travailleurs ayant un handicap, mais bien des travailleurs handicapés. Cette identité ségrègue, effectivement, et les plonge dans une humanité dégradée. Mais cela justifie du coup le désajustement de la personne à la situation de travail commune. Et puisque ça le justifie, ça va l'autoriser à ne pas se comporter comme un valide sur du long terme. Dans notre échantillon, les travailleurs handicapés sont des travailleuses handicapées. Alors, encore une vraie question, est-ce que les femmes sont plus... j'ai aucune réponse derrière tout ça. Est-ce que les femmes acceptent plus facilement que les hommes cette identité de travailleuses handicapées ? Elles se vivent toutes comme d'appartenant à la catégorie des valides, c'est-à-dire qu'elles disent il y a les valides et il y a moi, donc on est bien sur cette dichotomie. Elles ont eu toute la possibilité d'aménager leur travail vers plus d'autonomie, du coup ça souligne aussi un certain isolement au milieu dans le monde du travail. Elles sont moins en colère que ceux qui refusent l'identité d'handicapé, et elles retrouvent, chose qui me semble intéressante, elles retrouvent toute une vie sociale. Pourquoi ? Parce que l'intégralité de leur énergie n'est plus orientée vers leur employabilité. Et ça laisse du temps pour investir d'autres sphères, la sphère sociale. Parfois, le handicap peut même être lié à ce désir de vie hors travail, et ça, c'est assez épatant. Vu qu'on a plein de psy, je peux vous le donner comme ça. Donc, c'est Flavie qui dit « Je voulais allaiter ». Je voulais allaiter, alors j'ai allaité. Alors Flavie, elle a une cataracte congénitale et elle est obligée de suivre un traitement. Pour allaiter, ça veut dire qu'on supprime les traitements. Donc je voulais allaiter, donc j'ai allaité. C'était très important pour moi. Et mon œil droit, le seul qui voyait quelque chose, mon œil droit s'est dégradé. Et je ne voulais pas me soigner parce que je voulais allaiter. Et puis elle se met à rire à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça. J'ai allaité jusqu'à 18 mois quand même. Et c'est vraiment les derniers mois où mon œil, il n'allait pas bien du tout. Et j'avais super mal. Et un jour, je suis allé aux urgences et j'ai dit, tant pis, j'arrête d'allaiter. Faites quelque chose, je leur ai arraché tellement j'avais mal. Alors, on peut interpréter le comportement de Flavie comme étant lié à une définition, à sa définition de ce que doit être une mère. Là, je préfère, moi, parce que ces interprétations-là ne m'appartiennent pas du tout, mais je préfère, moi, mettre l'accent sur le fait que dans ce cadre précis, sa décision, la décision d'allaitement, la décision qu'elle prend, n'est absolument pas en rapport avec le travail. Plein d'autres femmes de l'échantillon ont complètement renoncé à la maternité, voire elles ont renoncé à leur conjoint, estimant qu'il n'y avait pas de place pour une vie affective ou pas de place pour un travail, pour avoir une activité professionnelle, et à côté de ça, un travail de santé. C'était suffisant, c'était largement suffisant pour occuper leur temps. Du coup, tout le reste, elles l'ont balayé. Quand elle allaite, Flavie, elle a déjà sa RQTH. Et elle la demande, pourquoi ? Parce que selon ses termes, elle ne veut pas faire la malvoyante qui veut être comme tout le monde. Moi, non. Je ne vais pas me battre dans un milieu ordinaire, je ne suis pas égale aux autres, donc je ne voulais pas me battre trop longtemps à contre-courant. Reste à savoir pour moi, pourquoi est-ce que Flavie accepte cette définition de travailleuse handicapée ? Pourquoi est-ce qu'elle bascule de ce côté-là ? Pourquoi est-ce que d'autres résistent encore ? Une phrase de conclusion. Quand les marges de manœuvre ne permettent plus de s'ajuster à sa situation de travail, accepter une humanité dégradée permet de redéfinir la norme de travail et du coup de retrouver du temps pour la vie autre que le travail. Merci. Désolé.
Mais merci beaucoup Florent. On voit bien que lorsqu'on cherche à tricoter les différentes sphères d'activité, on voit bien la richesse et la complexité des analyses. En tout cas, ce travail est très prometteur et on peut que se souhaiter de poursuivre là-dedans. Alors sans plus tarder, on va écouter en fait ce que font les fameuses copilotes. On a hâte de savoir et surtout où ça peut les mener. Merci beaucoup Anne-Marie. Donc la recherche qu'on va vous présenter avec Mathéa, je vais peut-être le mettre en plein écran, je sais pas si ça... Oui, ça fonctionne. Cette recherche est issue d'un projet intitulé Handicap, genre et précarité professionnelle, parcours biographique et réception de l'action publique. Donc c'est un projet qui a également été cofinancé par la FIRA et la GFIP. Et j'en profite pour remercier Véronique Bustrel et François Martinez qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui a également été mené dans une démarche très participative, pour le coup avec des associations du secteur du handicap. Donc, on a travaillé avec six associations du secteur qui sont listées ici, donc la GFIP, l'ADAPT, APF France Handicap, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, APIDV, donc une association autour de la déficience visuelle, et Fibromyalgie France. Et donc ces associations ont participé régulièrement à un comité de pilotage qui a contribué à définir les orientations de la recherche. Donc, dans cette présentation, on va revenir de manière transversale sur quelques résultats de ce travail en soulignant les mécanismes liés au genre et au handicap qui conduisent à des sorties du marché du travail, avec l'idée qu'il faut envisager la place des femmes handicapées sur le marché du travail en fonction du travail domestique, mais également en fonction d'autres formes de travail en plus et de la classe sociale. Et pour vous présenter ces résultats, je vais tout de suite passer la parole à Mathéa Boudinet, qui est doctorante au Centre de recherche sur les inégalités sociales et affiliée au LIEP à Sciences Po, qui a fait l'essentiel du travail de terrain et des analyses, puisqu'elle réalise sa thèse dans le cadre de ce projet. Donc je lui passe la parole. Merci Anne. En gros, l'idée de ce projet aussi, c'était, et de cette présentation, c'est de répondre un petit peu à la littérature qui existe sur le handicap et de la littérature sur le genre par rapport aux questions d'emploi, en se rendant compte en fait que y a un peu, le genre n'est pas pris systématiquement en compte quand on étudie le handicap, et le handicap n'est pas toujours pris en compte quand on étudie le genre. Donc on voulait voir un petit peu ce qui se passait en fait si on étudiait la position spécifique des femmes handicapées sur le marché du travail et de l'emploi et leur position par rapport à ça. Prendre en compte conjointement ces deux aspects afin de mieux comprendre ces positions. Donc cette enquête, elle s'appuie sur deux types de méthodes, un volet qualitatif et un volet quantitatif dont je vais parler, que je vais mobiliser tous les deux dans cette présentation. Le volet qualitatif, ce sont 50 entretiens biographiques réalisés avec du coup 41 femmes et 9 hommes handicapés qui avaient entre 24 et 61 ans et qui ont été réalisés entre août 2020 et décembre 2021. Donc, ces enquêtés ont été recrutés via la diffusion d'annonces qui visaient certains types de handicaps spécifiques, donc la déficience visuelle, le handicap moteur ou la maladie chronique invalidante. L'étude, donc il était précisé que l'étude portait sur les parcours professionnels, mais il était précisé que cela comprenait également les périodes sans emploi. Cette annonce a été recrutée par les différentes associations du comité de pilotage qui ont été mentionnées par Anne, et les personnes étaient invitées à remplir un formulaire en ligne en donnant leur contact pour qu'on puisse les contacter ultérieurement. Donc ces entretiens, ils revenaient en fait de manière assez large sur la formation scolaire, le parcours professionnel avec les périodes avec, mais également sans emploi, mais aussi l'intrication avec l'histoire conjugale et familiale et la sphère de santé pour voir un petit peu comment ces deux sphères pouvaient influencer le déroulement des trajectoires professionnelles de ces personnes. Donc, comme vous l'avez vu, la majorité des entretiens étaient réalisés avec des femmes pour justement pouvoir approfondir cette question du genre par rapport à ça. En moyenne, ces femmes avaient en moyenne 44 ans, avec une médiane à 47 ans, et c'était moitié-moitié en termes de moment de survenue du handicap, avec du coup 50% dont le handicap était survenu à la naissance ou pendant l'enfance, et les autres plus tard dans la vie. Au niveau quantitatif, ce que je vais vous présenter ici, ce sont des données qui sont tirées de l'enquête emploi en continu de l'INSEE, donc la vague 2018.
Donc cette enquête, si vous ne la connaissez pas, elle est faite en continu par l'INSEE pour étudier les situations des hommes et des femmes sur le marché du travail et également en emploi. Et elle interroge les personnes qui ont entre 15 et 64 ans, donc qui sont en âge de travailler. Le biais principal de cette étude, et je tiens à le préciser tout de même quand on s'intéresse aux statistiques concernant les personnes handicapées et l'emploi, elle exclut la population handicapée qui ne vit pas en ménage, donc notamment les personnes en institution, ce qui est un biais dans la plupart des enquêtes nationales en statistique, mais que je pense qu'il est important de repréciser. De même, les statistiques que je vais vous présenter, elles se basent sur une définition qu'on appelle large du handicap, donc qui ne comprend pas que les personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap, mais qui comprend celles-ci, mais également celles qui ont des problèmes de santé durable combinés à des limitations dans la vie quotidienne. Donc ce n'est pas que des personnes qui ont une RQTH ou une pension d'invalidité, mais du coup une définition plus large. Adopter cette définition, ça permet de ne pas limiter le handicap aux personnes qui s'identifient comme handicapées ou qu'on fait une démarche de reconnaissance, ces enjeux ayant été très bien expliqués dans la présentation juste avant, mais également de mieux prendre en compte les femmes dont l'accès aux reconnaissances est biaisé. Donc, première partie, montrer que l'emploi des femmes handicapées varie également en fonction du genre. Ce premier graphique que je vous présente représente les statuts d'activité selon le handicap et le sexe, donc en France en 2018. Les 3 catégories qui sont affichées sont les taux d'emploi, les taux de chômage et les taux d'inactivité sur la population de 15 à 64 ans, donc la population en âge de travailler. En écho à la présentation de ce matin faite par mes collègues sociologues, ici la définition du chômage qu'on adopte, c'est la définition du Bureau international du travail, donc qui recouvre les personnes qui cherchent un emploi et qui sont disponibles à travailler dans les 2 semaines. Toutes les autres personnes qui ne correspondent pas à ces caractéristiques sont dans la catégorie inactive. Ce qu'on peut voir en termes de genre sur ce graphique, c'est qu'on voit que les femmes, qu'elles soient handicapées ou valides, sont moins en emploi que les hommes dans tous les différents types de sous-populations. Donc 72,4% des hommes valides sont en emploi contre 65% des femmes valides. Cet écart est beaucoup plus important dans la population valide que dans la population handicapée, mais il existe tout de même, avec du coup 45,2% des hommes handicapés en emploi contre 43,8% des femmes handicapées. En voyant ces statistiques, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que ça a un intérêt de réfléchir en termes de genre, en termes de différences hommes-femmes, si les taux d'emploi sont aussi similaires? Donc on voit qu'il y a des différences sur les catégories hors emploi, entre chômage et inactivité. Cependant, sur les taux d'emploi en tant que tels, on peut se poser cette question. Donc, en m'appuyant sur une définition matérialiste du genre, donc en s'intéressant aux effets, aux situations matérielles concrètes des femmes et ce que cela implique, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de croiser ces statistiques avec la situation familiale. Est-ce qu'en fait cet effet du genre, il n'existerait pas si on regardait les femmes qui ont des enfants et qui du coup seraient plus responsables du travail domestique au sein du foyer? C'est ce qu'on voit du coup avec ce graphique-ci qui du coup reprend ces mêmes catégories mais en ajoutant la variable de est-ce que l'on vit avec des enfants de moins de 10 ans ou est-ce que l'on vit sans enfants de moins de 10 ans dans le foyer. 2 résultats ici. Donc tout d'abord, on observe qu'il existe des différences entre sexes beaucoup plus prégnantes dans les cas où il y a des enfants de moins de 10 ans dans le ménage. Donc le graphique à gauche sur la slide. Mais on voit aussi une deuxième chose, c'est que les personnes vivant avec des enfants de moins de 10 ans sont plus en emploi. Donc je vais revenir là-dessus juste après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, dans les cas où il n'y a pas d'enfants de moins de 10 ans dans le ménage, les taux d'emploi dans la population handicapée sont quasiment similaires avec juste 0,3 points de pourcentage de différence. Que par contre, on voit que cette différence, elle se crée dans le cas où il y a des enfants. Pareil que pour le premier graphique, ces écarts sont plus importants dans la population valide que dans la population handicapée. Ensuite, pourquoi les taux d'emploi sont plus importants dans les foyers, dans les ménages où il y a des enfants de moins de 10 ans? Ça, je me suis dit, effectivement, ça ne semble pas très intuitif parce qu'on pourrait se dire que du coup, les personnes sortiraient plutôt de l'emploi pour s'occuper des enfants, notamment les femmes.
Ce qui n'est pas affiché et qui est un peu une variable cachée dans ce graphique, c'est qu'on ne prend pas en compte l'âge. Et on peut se dire peut-être que les personnes qui vivent avec des enfants de moins de 10 ans, elles n'ont pas le même âge que les personnes qui vivent sans, qu'elles soient plus jeunes ou plus vieilles. Et c'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle une régression logistique binomiale pour contrôler cet effet. En gros, un peu supprimer l'effet de l'âge et voir si y avait un effet pur de l'interaction entre handicap et sexe. Pour voir voilà, si on si on contrôle pour cette donnée de l'âge, est-ce que cet effet subsiste toujours? Si on considérait que toutes ces personnes, l'âge, ce n'est pas une variable qui importe. Je l'ai également fait en contrôlant pour le niveau de diplôme et l'origine migratoire, qui sont des indicateurs classiques pour étudier les positions sur le marché du travail. Et ce que ça donne, du coup, donc là, qui sont en probabilité prédite, comme résultat, c'est que, en gros, donc déjà dans la régression, l'effet d'interaction entre sexe, handicap et situation familiale, il était significatif, donc qu'on avait une raison de le prendre en compte. Et ce modèle, en fait, il montre l'intérêt de prendre en compte le genre dans cette analyse-ci, où on voit que la présence d'enfants dans le foyer et son interaction avec le handicap et le sexe, elle est pertinente. Donc selon ce modèle, si je lis globalement le graphique qui est présenté à l'écran, à âge, niveau de diplôme et origine migratoire égale, les femmes handicapées ont des probabilités prédites plus faibles d'être en emploi, plutôt que de ne pas l'être par rapport aux autres sous-populations. Comme prévu, l'effet du genre semble plus important au sein de la population valide. Vous voyez que à droite, dans la situation où il y a les enfants de moins de 10 ans, il y a une plus grande différence dans la droite que par rapport à la population handicapée. Mais que cet effet du genre, quand on contrôle pour l'âge, au niveau de diplôme et l'origine migratoire, il existe quand même dans la population handicapée. Et que ces probabilités prédites, elles montrent que les hommes handicapés, quand ils vivent avec des enfants, ils ont plus de chances d'être en emploi que les femmes handicapées vivant avec des enfants. Le modèle prédit ainsi que les hommes vivant avec des enfants de moins de 10 ans, handicapés, ont une probabilité de 36% d'être en emploi plutôt que de ne pas l'être, toutes choses égales par ailleurs, alors que cette probabilité ne s'élève qu'à 22% pour les femmes handicapées. Une fois qu'on a fait ce constat statistique, on peut du coup s'intéresser à pourquoi ces différences existent et comment ça s'incarne concrètement dans les parcours, dans les trajectoires des personnes handicapées. Et pourquoi, justement, aussi, on peut s'interroger sur ces taux d'emploi qui sont plus faibles de manière générale par rapport à la population valide, et quelle est du coup la spécificité de l'articulation entre genre, handicap et emploi. Cette deuxième question, du coup, je vais y répondre en utilisant les entretiens biographiques. Donc, dans les 50 personnes que j'ai interrogées, la grande majorité des parcours professionnels sont instables par rapport à l'emploi et ou caractérisés par un retrait temporaire ou définitif du travail rémunéré. Il y a différents éléments qui peuvent expliquer cette instabilité et je me concentrerai ici vraiment sur la troisième forme, qui est du coup la forme en gras dans la liste. Le premier, c'est les enjeux de compatibilité du handicap avec les différentes formes d'emploi, l'accessibilité de la fiche de poste, les moments de reclassement, les reconversions. Le second, tout ce qui est lié aux discriminations, aux expériences de rejet et d'exclusion, en lien avec le genre, la race et ou le handicap. Donc, par exemple, les non-aménagements, des réflexions sexistes, racistes ou validistes, des comportements d'exclusion. Et enfin, le point que je vais approfondir maintenant, les tensions présentes entre l'emploi et les autres formes de travail dont on a déjà parlé aujourd'hui. Donc le travail domestique, mais également le travail de santé et ce que j'appelle le travail de handicap. Ces deux formes de travail supplémentaires qui se retrouvent de manière transversale dans les entretiens expliquent en partie les positions sur le marché du travail, mais également la spécificité des positions sur le marché du travail des femmes handicapées. Donc ces formes de travail en plus. Ici, ce que j'appelle travail de santé, ça correspond à l'ensemble des activités relatives aux soins et à la gestion de la santé à une échelle individuelle. Ce travail de santé, il va comprendre des activités comme toutes les activités contraintes liées à la gestion de la maladie, comme la recherche d'un diagnostic et d'un traitement, la prise des médicaments, les rendez-vous médicaux, l'hospitalisation ou la gestion des symptômes au quotidien. Par exemple, par le repos du type je ne peux pas tenir toute la journée si je ne fais pas une sieste. Cette sieste, elle se comprend dans le travail de santé comme un travail de gestion des symptômes.
Et l'impact de cette forme de travail sur les parcours professionnels, elle a été étudiée par différents sociologues de la santé, dans les études sur les maladies chroniques avec Lully et Vaser notamment, ou dans des cas spécifiques comme par exemple le cancer. J'identifie un type de travail supplémentaire par rapport à ce travail de santé, vraiment de pure gestion de la maladie, qui est spécifique au handicap, qui est du coup les activités en lien avec la dimension sociale du handicap. Donc ça a été évoqué un peu plus tôt dans la journée que traditionnellement on fait une distinction entre le modèle médical et le modèle social du handicap. Ici le travail de santé il s'apparenterait plus à la gestion justement de cet aspect maladie individuelle, tandis que le travail de handicap lui fait référence à l'adaptation de l'environnement, de comment du coup aux questions d'inaccessibilité. Donc le travail du handicap correspond à l'adaptation de la personne aux contraintes imposées par son environnement. Donc ça va rassembler des activités comme la réadaptation, des cours de locomotion, la mise en accessibilité de l'environnement, que ce soit par apprendre un nouveau logiciel qui agrandit avec une loupe sur un écran d'ordinateur, créer des objets, planifier des trajets en avance pour s'assurer que tout est bien accessible sur le trajet, ce genre de choses. La gestion des tâches administratives relatives aux politiques de handicap et la gestion du personnel aidant au quotidien quand il y en a un. Et du coup, cette forme de travail, elle se distingue du travail de santé car elle ne s'intéresse pas aux soins et au maintien de la vie, mais exclusivement à l'aspect social et interactif du handicap avec l'environnement. Ce qu'on voit dans les entretiens, c'est que les personnes handicapées effectuent des formes de travail alternatifs qui peuvent freiner ou empêcher le travail rémunéré. Donc à la fois le travail domestique, qui n'est pas défini ici, mais qui correspond à l'ensemble des tâches ménagères et de soins que les personnes effectuent envers le foyer et ses membres. Et que si le retrait du marché du travail est influencé de manière transversale par le travail de santé et de handicap, le travail domestique joue plus dans les parcours des femmes handicapées du fait de la division sexuée du travail. Et du coup, ça, je vais l'illustrer en prenant 3 exemples d'articulation entre travail rémunéré, donc l'emploi, travail de santé, travail de handicap et travail domestique à partir d'exemples de femmes du corpus. Ce que Anne précisait au début, c'est que du coup, ces différentes formes de travail, leur articulation ne va pas être gérée de la même manière selon la classe sociale. Et ça, c'est le premier exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de la continuité du parcours, où du coup, le travail domestique va être délégué. Par exemple, la première enquêtée, Joëlle Garcia, donc j'utilise des pseudonymes, c'est une femme qui a une maladie chronique, une sclérose en plaques, et qui effectue un lourd travail de santé au quotidien avec une gestion des symptômes qui est particulièrement contraignante, notamment en termes de repos et d'hospitalisation fréquente. Elle fait un travail de handicap qui a un volume moyen, avec des démarches à faire, mais qui ont été facilement acceptées et qui sont durables dans le temps. Cependant, Joëlle Garcia, elle vient d'une famille de médecins, elle a un bac+5 et elle a une vision du travail qui est fortement influencée par cette origine sociale. Donc, Joëlle Garcia, elle intègre une entreprise en 1988 en tant que cadre marketing. Elle explique s'éclater dans son emploi. À ce moment-là, sa maladie n'est pas encore là. Elle est payée au forfait. Elle explique travailler entre 60 et 70 heures par semaine et qu'elle effectue des voyages fréquents en avion dans le cadre de ses missions. Elle est mariée à un homme qui est également cadre et elle a 2 enfants avec lui dans les années 1990. Ceux-ci sont gardés par une nourrice, donc elle délègue le travail domestique. Et c'est un système qu'elle va continuer à employer quand sa maladie chronique survient à la fin des années 90, avec du coup l'emploi supplémentaire d'une employée de ménage pour effectuer le reste du travail domestique au sein de son foyer. Et elle va demander à passer un temps partiel dans son entreprise en 2007 dans le cadre d'un aménagement de poste. Et en fait, dans cet exemple-ci, on voit que la continuité du parcours, elle se fait d'une part parce qu'il y a peu de travail de handicap à faire, parce que les démarches d'aménagement de poste sont acceptées facilement par son employeur, mais également parce qu'elle peut déléguer le travail domestique et du coup ne pas avoir à faire ce travail en plus au quotidien et pouvoir continuer à garder son emploi. Ces continuités de parcours, qui sont plutôt rares parmi les 50 cas qu'on a étudiés, ils peuvent également survenir quand il y a un investissement soutenu et durable du conjoint dans la gestion de l'éducation des enfants et du travail domestique.
Le deuxième type d'exemple, c'est l'exemple du retrait temporaire. Donc ici, ce qu'on observe, ce sont les effets de la division inégalitaire du travail domestique, mais aussi un impact réduit du travail de santé et de handicap. Par exemple, Amina Chimani, qui a 55 ans au moment où je l'interroge, qui a un handicap moteur et une épilepsie, elle effectue peu de travail de santé et de handicap au quotidien. Par contre, lorsqu'elle tombe enceinte en 1990, elle demande à être licenciée pour, je cite, s'occuper un petit peu de son enfant. Son mari est en emploi à temps plein à ce moment-là. Elle a un deuxième enfant en 1993. Cependant, bien qu'elle projette de passer un CAP petite enfance pour retourner en emploi, son mari ne l'encourage pas dans cette voie. Donc je cite, « Mon mari, si je devais l'écouter, voilà, c'était bien que pour moi. Fallait rester à la maison. À quoi ça te sert, là, de retourner à l'école, essayer de passer ton bac? Et qui c'est qui va s'occuper des gosses? Enfin voilà, même pour le CAP de petite enfance d'ailleurs, 1 an après, je l'ai quitté. » Ici, le retrait temporaire du marché du travail dont fait l'expérience Amina Chimani s'inscrit dans la division sexuée du travail. Son mari lui attribue la responsabilité totale du travail domestique et la participation de son épouse à l'emploi est selon lui modulable en fonction du travail domestique à effectuer dans la sphère domestique. De ce fait, cette division a des impacts concrets sur le déroulement de la trajectoire et effectivement, Amina Chimani retrouve un emploi 1 an après avoir quitté son mari. Le troisième exemple, et qui est à mon avis le plus intéressant, puis je terminerai là-dessus, c'est du coup les cas d'articulation qui compromettent le travail rémunéré. Dans le cas où du coup les volumes de travail de santé, de handicap ou domestique rendent impossible, tout au moins ou sont très contraignants pour permettre d'envisager de trouver un emploi. Par ailleurs, cette question de se retirer définitivement du marché du travail existe chez les hommes handicapés quand il y a beaucoup de travail de santé ou beaucoup de travail de handicap, mais il y a du coup cette articulation spécifique avec le travail domestique pour les femmes. Donc c'est par exemple le cas de Carla Pereira qui explique de ne pas être en mesure de reprendre un emploi du fait des symptômes de sa fibromyalgie qui se manifestent par une fatigabilité accrue et des douleurs constantes, mais également à cause de son investissement auprès de sa famille. Donc je cite l'entretien. On est femme, on est né pour être maman et pour être femme de ménage. À la maison, pour moi c'est simple, je suis un objet pour d'autres personnes. Mon mari travaille, il faut que son linge soit lavé, repassé et mis en état. Et j'aide aussi ma fille, elle m'amène son linge à elle. Donc je sais qu'il y a le linge de mes petits-enfants, il faut que je repasse, il faut que je me redresse pour garantir tout ça. Souvent je garde les enfants aussi le mercredi pour qu'elles puissent faire d'autres choses, pour que ma fille puisse vivre aussi. Mais il faut absolument que je tienne et c'est énorme pour moi. Donc je lui demande, où est-ce que vous vous voyez dans 1 an? À quoi votre vie elle ressemblera d'ici 1 an selon vous? Elle répond, franchement, avec 1 an de plus dans le même état ou encore pire. Je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que je vais pas dans le bon sens. Je sais pas trop comment faire, je sais pas. Je sais pas parce que même si je reviens sur Pôle emploi, je sais qu'ils sont débordés. Je pense qu'ils s'en fichent un peu de ce qui se passe. De toute façon, j'aurai 55 ans, il y a personne pour m'aider, je dois marcher toute seule. En fait, on voit ici que l'enquêté, que pour Carla Pereira, il est important de reprendre un emploi et que ce n'est pas une question de ne pas vouloir reprendre un emploi. Elle considère sa situation comme, je cite, déplorable. Cependant, la combinaison du travail domestique et du travail de santé rend impossible cette option pour celle-ci. Ce retrait du marché du travail plus ou moins définitif, il n'est pas forcément vécu comme quelque chose de toujours négatif. Là, dans le cas de Carla Pereira, c'était le cas. Pour d'autres femmes, elles s'expliquent très épanouies de s'avoir consacré une dizaine d'années à s'occuper de leur enfant. Mais que cependant, ces choix sont des choix contraints du fait de la division sexuée inégalitaire du travail. C'est ce que dit Corinne Robin, par exemple. Mon mari, il avait des horaires quand même à rallonge. Il partait de faire du 15 jours à l'étranger. Donc oui, peut-être j'avais envie de travailler et ça me rendait très heureuse de m'occuper de mes enfants. Mais avoir des enfants et être une femme, oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Je me suis un peu consacrée à mes enfants au détriment de ma vie professionnelle pendant quelques années. J'étais d'accord aussi et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc en conclusion, je pense que ce qui est important de retenir ici, c'est qu'il faut prendre en compte cet enjeu d'articulation des temps pour la population handicapée, à la fois dans son aspect relatif à la santé et au handicap, mais également au genre. Et que ça ouvre des questions plus larges sur les types d'emplois visés par les personnes handicapées et la possibilité que le temps partiel d'emploi, quand le travail rémunéré est possible, puisse être la seule option envisageable pour certaines personnes en tant qu'aménagement à la fois du système de genre, mais également du système de handicap. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Mathéa et Anne pour ce travail vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit quand on prend au sérieux en fait, ces questions d'univers domestique et du tricotage entre différents univers, on se rend compte en fait toutes les possibilités mais aussi impossibilités. Donc c'est vraiment, je trouve extraordinaire et sans doute un peu inédit comme travail. Il ne me semble pas avoir vu et lu des travaux d'une telle richesse, en tout cas, qui articulent ces différentes sphères. Et donc voilà, enfin, je suis super contente avec Florent et puis aussi écouter cet exposé parce que j'imagine que tu pourras aussi prendre en compte ces dimensions-là dans la suite de tes analyses.